Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons un beau cadeau qui nous vient du sud de la France, qui s'appelle Vanessa Guillot. Bonjour Vanessa. Bonjour Cyril. Alors je dis un beau cadeau qui vient du sud parce que vous venez du côté de Monaco, donc tout de suite on voit un beau rocher, on voit du soleil, on voit une vie facile aussi un petit peu, mais à travers votre livre Le crayon à papier, tiré d'une histoire vraie, vous nous expliquerez pourquoi, et un livre paru aux éditions Sidney Laurent, bien vous racontez un petit peu comment cette vie qu'on imagine toute belle sur le rocher a été un petit peu plus compliquée. Vous avez connu de très très près l'anorexie et ses conséquences en flirtant pas très loin de la mort. Mais tout ça a peut-être permis de vivifier votre foi. Vous allez nous le raconter dans un instant. Je vous demande juste avant de nous lire votre texte. Eh bien, écoutez Cyril, moi j'ai choisi un texte de Mère Teresa. Pourquoi ? Parce qu'elle a aidé pendant plus de 40 ans les pauvres et les malades et les laissés pour compte, et je m'y suis retrouvée. Donc c'est une prière en fait, c'est la vie est la vie. Donc la vie est beauté, admire-la. La vie est félicité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Alors en lisant ce beau texte, là, maintenant, quelle est la ligne qui vous touche le plus à l'instant ? Je pense que je dirais « la vie est précieuse, soigne-la bien ». Même si toutes les phrases peuvent se rapporter à moi, comme à chacun d'entre nous, je pense que c'est « la vie est précieuse, soigne-la bien ». Parce qu'effectivement, je ne l'avais pas compris. Alors aujourd'hui, vous avez 35-36 ans, vous êtes resplendissante, en bonne santé. Oui. Voilà. Pourtant, il y a quelques années, vous étiez vraiment, on voyait à travers. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà un petit peu d'où vous venez ? Alors, bien sûr. Moi, je viens de Monaco. Donc, on pense que Monaco, super rocher, comme vous l'avez dit, beaucoup de mer, beaucoup de soleil, tout le monde va bien, tout est beau. C'est vrai pour des personnes, c'est clairement vrai. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Je me retrouve pas, en fait, dans toute cette superficialité. Et un beau jour, j'ai un mal-être qui s'est installé en moi, bien profond. C'était en 2008. Et puis, il a été tellement profond que je suis partie... j'ai voulu partir, on va dire, et j'ai commencé à être anorexique. Et ça a commencé sur un dépit amoureux, sur un problème de travail, sur... Je dirais que je ne l'explique pas vraiment. On a tous des problèmes. Moi, effectivement, j'ai eu des problèmes amoureux, j'ai eu des problèmes professionnels, comme tout le monde. Mais je pense que ce mal-être, il était beaucoup plus coriace et beaucoup plus tenace, en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a quelque chose qui était entré en moi, une force étrange, comme je dis dans mon livre, une force machiavélique, qui n'a plus voulu me lâcher du tout. Et pourtant, vous n'avez pas, j'ai envie de dire, fricoté avec des tables tournantes ou des choses comme ça. C'est juste quelque chose qui est parti très très loin à la racine de votre être, presque, et qui est venu semer beaucoup de noir. C'est ça. En fait, j'étais dans l'ombre. Quand je regardais ma vie, elle était toute noire. Et il me semble aussi qu'il y avait une question de place. Je ne trouvais pas ma place. Alors vous êtes au milieu d'une famille de 5 ? C'est exact. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Et c'est difficile dans une famille de se faire une place. Et surtout, je pense que je ne voulais plus de place. C'est-à-dire que cette dépression, cette force... ce mal en moi me faisait perdre espoir surtout. Donc, j'avais plus de place, donc mais vos parents, pas. Vos amis ? Alors, ils ont toujours été là, mais en fait, quand on est en dépression comme ça, on s'isole. Et comme je vous dis, on voit tout en noir. Donc, personne ne m'aime, je suis toute seule, il n'y a personne pour moi. Et alors, vos parents ne vous ont pas poussé vers le corps médical Alors, je refusais toute aide. J'étais une bête sauvage, encore une fois, je le dis dans mon livre. Je me suis fait une cage,
en fait, et j'avais mis la bête dedans. Oui, mais entre le moment où ça commence à venir et le moment où la cage, on ne peut plus rentrer, il y a un petit laps de temps entre les deux, normalement. Oui, mais j'ai toujours refusé. Vous avez verrouillé très vite? J'ai tout verrouillé. On ne pouvait pas me parler de maladie, on ne pouvait pas me dire oh, ben, on voit que tu vas pas bien, c'était impossible. Parce que ça vous faisait peur? Bien sûr que ça me faisait les peur. Les mots psychiatriques, les mots... Le mot maladie, Oui. le mot anorexie, le mot psychiatrie, le mot médicament, hôpital psychiatrique, c'était impossible. Et vous voir sur une balance où gentiment l'aiguille faisait comme ça commençait pas un petit peu à vous travailler? J'en étais heureuse. Alors pourquoi? Expliquez-moi. Je pense que, comme je vous disais, j'avais pas de place. Donc moi, ce que je voulais, c'était vraiment trouver une place. Donc elle n'était pas sur Terre. Donc un beau matin, c'était en 2009, j'avais une phrase dans la tête qui me disait « Tu dois mourir. Tu dois mourir. » Et ce matin-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis dit « Mais non, c'est pas vrai. Bon, d'accord, tu es un peu dépressive. Voilà. » Et je me suis mise devant un miroir et pour vraiment voir si c'était Vanessa qui parlait. J'entendais rien, hein, c'était vraiment une idée. Et devant ce miroir, en fait, mes lèvres ont bougé et je me suis vue me dire « Tu dois mourir ». Vous n'êtes pas fait peur à ce moment-là? Je me suis fait très très peur. Mais c'était pas grave. Vous aviez quel âge là, à ce moment-là? Là, j'avais 25 ans, 26 ans. Vous alliez au travail, vous étudiez encore? Oui. J'étais à Nevers pour faire des études pour être inspecteur des permis de conduire. J'étais d'ailleurs logée dans le couvent de Bernadette Soubirous, c'est la petite anecdote. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour me détruire. J'ai arrêté de manger, je me suis fait mal à mon corps. Et il y a vraiment eu cette lutte entre le bien et le mal, et je le ressentais vraiment. Il y avait le bien d'un côté qui me disait bah, « mange, bois de l'eau », et le côté mal qui me disait « mais non, surtout pas ». Beaucoup de fois, le mal a gagné. Beaucoup de fois, je me suis fait mal à mon corps. Je me suis scarifiée. Et une fois, j'ai eu un petit élan d'espoir. Je me suis dit « non, il ne faut pas continuer comme ça ». Donc c'est moi, pour répondre à votre question d'avant, qui suis allée voir le corps médical. Là, je me suis dit « bon, vas-y ». Je suis allée voir une nutritionniste, alors qu'elle n'avait rien à faire pour moi, je ne mangeais pas. Qui, elle, m'a envoyée vers un docteur qui a mesuré en fait, la densité de mes os, qui m'a pesé, etc. Et qui m'a dit, là, Vanessa, vous continuez comme ça, dans un mois, vous ne faites plus partie de ce monde. Donc j'ai accepté cette aide. J'ai accepté d'aller voir une psychiatre. Et là, en fait, j'avais ma petite armée, j'étais plus toute seule. Et là, toutes ces personnes m'ont aidée et j'ai été internée en psychiatrie. Est-ce que vous savez, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire si des personnes ont particulièrement prié pour vous pendant ce temps de crise où plus personne ne pouvait s'approcher de vous? Il me semble, oui, que ma grand-mère priait toujours pour moi. Ma grand-mère, elle est italienne et moi, j'ai toujours été dans une famille catholique. En plus, Monaco, la religion d'État, c'est ça. Je pense qu'elle priait toujours pour moi, mais elle ne me le disait pas. Ma mère également. Et je pense mes amis également, même s'ils ne me l'ont jamais dit. Quand vous y repensez, vous voyez quelques petites perches qui étaient tendues que vous n'avez pas attrapées? Tous les jours. Tous les jours. J'avais ma grande sœur qui me disait « mais quand même, t'as un petit peu maigri. » Mais bon, vous savez, quand on ne veut pas être vu, on met des vêtements larges, on met des pantalons larges, alors qu'on a les joues creusées et qu'on voit tous les os. Non, mais c'est pas vrai. Donc oui, tout ça, toutes ces réflexions-là, en fait, c'était des mains tendues que je n'ai pas voulu attraper. Donc, dans le livre, vous racontez que vous descendez à un poids qui est plus permis, où on ne peut plus vivre normalement. Hein. Non. C'est vrai que je mesure 1m78 et je suis, en 2009, je descends à 43 kilos. 43 kilos. Sans les chaussures. Sans les chaussures, surtout pas. Quand on se pèse, on ne boit pas, rien du tout. Et on souffle l'air. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit c'est affreux, mais il faut que l'aiguille ne monte jamais. Les cheveux courts à jamais. l'époque alors? Non, même pas. Non, quand même, les cheveux. Alors, je les perdais. Pour le coup, parce que forcément, je ne mangeais pas, donc je les perdais vraiment. Donc, en poignée? En poignée, ouais, par poignée. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, j'ai été internée en psychiatrie et c'est là. Alors, dans ce livre, on vous suit notamment dans cette phase où vous vous retrouvez à l'hôpital dans des conditions un petit peu effrayantes quand même.
quand on est, entre guillemets, bien portant. Vous êtes dans une pièce, on peut vous observer nuit et jour à travers un hublot, vous portez la fameuse petite chemisette bleue, très légère, et on vous laisse absolument rien dans les mains pour pas faire de bêtises, que ce soit un stylo, une ficelle, une feuille même, pour pas que vous fassiez de bêtises, parce que vous êtes... Ce qui est étonnant dans ce bouquin, je trouve, c'est qu'on vous sent très... vous donnez l'impression d'être lucide et déterminé, alors qu'en fait, vous êtes un peu esclave de quelque chose en vous qui vous pousse à aller dans le mur. Complètement. Vous parlez de la blouse bleue, effectivement, c'était ma copine. Parce qu'en fait, c'est du papier qui se déchire si on tire trop. En fait, quand on vous interne en hôpital psychiatrique sécurisé, c'est que vous représentez un danger pour vous ou bien pour les autres. Donc oui, on est observé tout le temps à travers ce petit hublot. Si on avait encore de pudeur, ben là, on en avait plus. Ouais, mais enfin, vous existiez là, hein, vous qui cherchiez votre place. Oui, bah alors là, j'en avais une. J'avais une petite chambre qui était super sympa. Oui. Un lit, j'arrivais même pas à étendre mes jambes, mais ça m'a clairement sauvé la vie. C'est un cauchemar quand vous y repensez ou pas? Alors, ça a été un cauchemar, oui, parce que j'ai été internée pendant 3 années. Je faisais des petits allers-retours à la maison, mais à la maison, je me sentais pas bien. À l'hôpital, je me sentais bien, mais j'étais avec des personnes qui souffraient comme moi. Donc peut-être, oui, comme vous dites, ma place, elle était là-bas. Et au final, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on trouve un petit peu sa place là, eh ben, on a envie d'y rester. Donc j'ai fait 3 ans des allers-retours comme ça, on s'occupait de moi. Les infirmières, les aides-soignantes étaient super. Et après 2013, je pense qu'on va en parler après de ce qui s'est passé en 2013, là, j'étais plus esclave. Alors racontez-nous ce qui s'est passé en 2013. Donc en 2013, bah, écoutez, ce que j'ai fait, c'est que mon anorexie m'avait pas tuée, hein, parce qu'on m'avait sauvée à l'hôpital. Donc un jour, je me suis dit, bon, j'en ai marre. T'as été lâche, en fait, de vouloir mourir à petit feu. Là, il faut y aller. Il faut y aller. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris environ 150 médicaments. Quand je parle de médicaments, c'est tous les médicaments qu'on me donnait en hôpital psychiatrique et que j'avais bien conservés chez moi. Et je les ai pris un beau soir, toute seule, avec du rhum. Et je me souviens avoir chiné, vous savez, je le raconte également dans le livre. Et puis ensuite, je suis allée sur la plage. Je me suis dit, bon, les médicaments ne font pas effet, je vais me jeter dans la mer. Et puis là, je ne reviendrai pas. C'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui vous a aperçu? Oui, il y a eu 2 petits anges qui fermaient un restaurant en face, là, sur la plage. Normalement, ce restaurant ferme beaucoup plus tôt. Et là, il devait être 2h30 du matin, 3h. Et ils sont venus à mon secours parce que je me suis mise à crier. Parce que l'œsophage est brûlé, en fait. Ça finit par faire mal, oui. Oui, ça fait très mal. Et donc, j'ai été secourue. Et alors, le lendemain matin ou plus tard, vous vous réveillez? Plus tard. J'ai fait plusieurs jours de coma. Et là, je me réveille. C'est plus moi. C'est la Vanessa que vous voyez aujourd'hui. C'est-à-dire que je me réveille, j'ouvre les yeux, je vois des chapelets. Et je sens, c'est très difficile à expliquer, je sens un immense relâchement et un immense amour en moi. Quand j'étais dans le coma, j'ai rien vu. J'ai pas fait d'expérience de mort imminente. Mais c'est encore une fois très difficile à expliquer parce qu'il faut le ressentir pour l'imaginer. Un amour immense, une chaleur. Que vous n'aviez jamais connue? Jamais. Non. Jamais auparavant. Même dans les bras de vos parents enfants ou... Non. Non. C'était quelque chose de très spécial. C'était Et une vous saviez résurrection. qui c'était? C'est le ciel, bien évidemment. J'en suis certaine. C'est sûr. Ressentir un tel amour, une telle bienveillance, c'est impossible que ce soit autre chose. Aujourd'hui, quand de temps en temps, comme tout le monde, vous avez des petits coups de mou, vous repensez à ce moment-là? J'y repense très souvent parce que pareil, j'ai l'impression de ressentir cette énergie aussi qu'on m'a redonnée et ça me fait tenir, bien entendu. La foi est revenue après ce moment-là, clairement. Et la foi en quoi, en qui? Et comment vous l'exprimez, comment vous la vivez? La foi en la vie. J'ai beaucoup de confiance maintenant, parce qu'effectivement, je l'avais perdue. Quand on tente de se suicider, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'espoir. La foi en la vie, la foi en l'avenir. Et puis surtout, je me suis dit, bon, tu as tenté de te suicider, c'est un péché, clairement, mais Jésus t'a pardonné. Et à partir du moment où je me suis dit, le ciel m'a pardonné,
je me suis pardonnée à moi-même. Et là, j'ai commencé à revivre. Et vos compagnes de route aujourd'hui, ou votre compagne de route aujourd'hui, c'est un petit peu Marie, C'est beaucoup Marie. beaucoup Marie. C'est beaucoup Marie. Sous quelle forme? Eh bien, écoutez, moi, je pense que Marie, elle est un petit peu mon ange gardien. D'ailleurs, j'ai toujours cette médaille autour du cou que j'ai pris à Lourdes. J'ai fait des pèlerinages à Lourdes. On est allé à Fatima également. Donc là, c'est toujours les apparitions mariales. Et c'est vrai que je me sens très, très proche d'elle. C'est comme si... Alors, dans le livre, je dis que c'est une bonne fée, mais c'est ma maman du ciel qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit « Ok, ma fille, là, redescends sur terre. Tu peux le faire. Tu peux t'aimer. Vis. » Donc ce serait plus Marie. Vous craignez éventuellement de vous recasser la figure dans les mêmes ornières ou pas? On peut toujours se recasser la figure, on est des humains, on fait tous des erreurs, mais je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une confiance en moi et une confiance en le ciel que je me dis c'est plus possible. Je peux plus tomber si bas. Là, je sais que je suis portée. Je suis pas toute seule en fait. Et vous avez déjà eu l'occasion de voir que cette expérience que vous aviez vécue vous a permis de rendre service à tel ou tel qui était plus ou moins sur les mêmes voies ou en partage d'être humain à être humain? Oui, écoutez, je l'espère. C'est vrai que je parle de ce que j'ai vécu et mon but, c'est également d'aider. Mais c'est très difficile, en fait, de se dire, moi, j'ai réussi. Et les malades qui sont en dépression ou même les autres anorexiques n'y arrivent pas trop. Donc j'ai beau leur dire, ayez confiance, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez y arriver, c'est difficile à recevoir. Parce qu'à vous entendre, vous avez réussi, mais pas toute seule, c'est ça, vous avez été soutenue. Bien sûr. Notamment par la prière de la grand-mère. Oui. Alors effectivement, quand je me suis réveillée du coma, j'ai su qu'après, il y avait une chaîne de prières de tout Monaco, enfin, en tout cas les personnes qui me connaissaient. Et ça, pareil, ça... La jet set s'est arrêtée. La jet set, non, je pense pas. La Formule 1 a stoppé, et on a prié pour vous. Et tout le monde a prié pour moi, et j'ai su ça plus tard, bien entendu, et ça, pareil, on se sent élevé. Si vous repensez un tout petit peu à cette période-là, maintenant, ça commence à faire quelques années, oui. Est-ce que vous arrivez quand même à pointer un peu une sorte de ressort qui vous a poussé là-dedans et qui peut être partagé par des personnes qui nous regardent ou des gens qui... Je pense, Cyril, sincèrement, que j'ai été attaquée par le mal. On est tous des pécheurs, on fait tous des erreurs, mais je pense que moi, j'ai été vraiment envahie par le mal, par une force terrible. Qui ne faisait que vous tirer vers le bas. Ouais. Et il y avait en moi, qui me tirait vers le bas, et il y avait en moi cette bataille, voilà, comme je vous disais, entre le bien et le mal. Donc, le ressort... Peut-être pas, oui, j'avais un mal-être, mais c'était plus du jour au lendemain, comme si on m'avait dit, toi, tu vas souffrir. Et le mal est venu en moi. C'est plus ça. On sent, ce qui est étonnant, je trouve, c'est que vous ne faites pas victime petit mouton mené à l'abattoir. On sent que tout votre cerveau est mis en ordre de marche pour ce but, mais qu'il n'y a plus rien qui vous dit ouais, mais c'est peut-être pas la bonne route. Enfin, vous êtes toute seule. On a l'impression que vous ne vous appuyez que sur votre raisonnement, sur vos sensations. Et que les autres, en fait, ils sont plus là. C'est un peu ça? Oui, c'est beaucoup ça. Lorsque j'ai écrit ce livre, donc j'étais en hôpital psychiatrique, mais j'étais plus seule, en fait, puisque il s'appelle Le Crayon à papier, parce que j'avais mon crayon à papier, donc déjà, j'étais pas seule. Il avait meilleure mine que moi, c'est vrai. Joli. Et c'était plutôt les années avant, où j'étais vraiment seule. Là, en 2013, quand je me suis réveillée... j'étais plus seule. C'était clair, je voyais pas autour de moi, mais j'étais entourée. Alors, je suis pas sûr que vous puissiez dire quelque chose aux personnes qui sont victimes d'anorexie, parce qu'elles sont peut-être pas en état de vous entendre, je ne sais pas. Mais en revanche, pour ceux qui sont autour d'eux, les parents, les frères et sœurs et autres, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour nous conseiller sur peut-être le comportement qu'on pourrait avoir? Oui, écoutez, moi j'ai... En tant que chrétien, hein. Oui, bien sûr. Moi, je pense toujours à ma mère, qui a toujours été là pour moi, mais que j'ai toujours refusé son aide. Elle me faisait toujours penser à Marie. Quand Jésus se fait crucifier, Marie qui est toujours avec lui, même au pied de la croix. Donc à ses parents, j'ai envie de leur dire, restez avec eux, donnez-leur du courage, comme Marie l'a fait à Jésus. Croyez en eux.
apportez-leur tout l'amour dont ils ont besoin, même si vous le donnez, amenez-en encore plus. Et tenez-leur la main. Alors aujourd'hui, vous êtes une professionnelle, vous êtes directrice de casting. C'est ça. Vous travaillez à Paris, vous vivez encore à Monaco, vous faites des allers-retours. Puis je crois qu'il y a quelques chiens et chats qui vous suivent, qui vous attendent avec impatience. Oui, 3 chats m'attendent à la maison et le petit chien vient avec moi à Paris. Cette expérience de vie et votre vie de foi vous permettent d'aborder votre métier différemment, j'imagine ? Oh oui, bien sûr. Là, si vous voulez, on n'est que sur du positif. C'est-à-dire que, donc, directrice de casting, pourquoi ? Pour la télé, pour les documentaires, mais uniquement dans la bienveillance. C'est-à-dire que le but de la télé, le but des médias, c'est aussi de faire passer de l'amour, de la confiance et de l'espoir. Donc, moi, je fais uniquement des programmes bienveillants, des programmes à travers lesquels on peut se reconnaître et on peut s'élever. Et en même temps, quand quelqu'un n'est pas bon, vous lui dites comment ? Qu'il n'est pas bon. Non, bien entendu, on va mettre les mots et on va s'adapter à chaque candidat. Mais on le dit toujours avec de la bienveillance. Il n'y a jamais rien de mauvais. Et ça m'a permis d'être une personne meilleure, hein, bien entendu, donc, et dans mon métier et dans ma vie personnelle. Ce que vous aimez le plus dans ce métier ? La relation avec les gens. La relation, l'échange, les rencontres. Et en quoi avoir vécu quelque chose d'aussi difficile, d'avoir vu vos propres limites, vous permet d'apprécier les gens différemment ou d'avoir une relation différente avec eux ? Je pense que je suis beaucoup plus ouverte d'esprit et que j'accepte beaucoup plus de choses de l'être humain. Et ça m'a complètement ouverte par rapport aux autres. Je me dis qu'on est tous différents, mais qu'on doit tous s'aimer. On est tous dans le même bateau et on est tous frères et tous sœurs. Donc je pense que c'est plutôt de l'ouverture d'esprit et plutôt je relativise beaucoup plus. Donc je me dis que rien n'est vraiment très grave. Et votre vie de foi vous permet quoi ? Ma vie de foi me permet d'avoir confiance tous les jours. Encore une fois, de ne pas me sentir seule, parce que j'ai vraiment été traumatisée de me sentir seule et de me donner de l'énergie. Le matin, quand je me réveille, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je suis là. J'ai une place, j'ai un travail, j'ai ma place à Monaco, j'ai un appartement où je vis très bien. Et voilà, la foi me dit continue, en fait. Alors Vanessa, on arrive déjà à la fin de cette émission. Alors à la fin de l'émission, on pose quelques petites questions aux invités. Donc je vais vous demander de tirer par 3 fois une carte de ce jeu de cartes. Alors je ne suis pas prestidigitateur, donc je vais essayer de ne pas les faire tomber. Allez-y. Oups. Si vous Je le voulez lis à voix haute ? Oui. Donc quelle image vous faites-vous du paradis ? Non, ça c'est une très très bonne question parce que j'y pense souvent. Quand j'ai fait ma tentative de suicide, je me suis dit je vais aller au paradis de toute façon. Donc comment je le vois ? Je vois beaucoup d'amour, bien entendu. Je le vois avec plein de paysages, des couleurs très très fortes. Je le vois avec des gens que j'ai connus qui du coup sont plus là. Je le vois sans problème. L'image que j'en ai, c'est de la bienveillance et de l'amour. Seconde question. Hop. Quelle est pour vous la plus grande vertu ? Elles sont pas mal vos questions. Je dirais que c'est la sagesse. Je dirais que c'est la sagesse parce qu'avec la sagesse, on arrive à accomplir beaucoup de choses. On arrive à combattre beaucoup de choses et à se dépasser. La dernière. Roulement de tambour. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Je pense que j'aimerais retrouver Saint Basile de Césarée, qui a été
docteur pour l'Église. Il a fait beaucoup d'écrits et il a vraiment beaucoup aidé aussi la curie en rédigeant ses ouvrages. Oui, j'aimerais bien lui parler pour voir un petit peu comment il avait cette spiritualité et cette philosophie pour rédiger tout ça. Merci beaucoup Vanessa, merci d'être venue jusqu'ici. Merci nous à avoir vous, laissé Cyril. entendre en fond votre petit accent du Sud et puis surtout nous avoir donné votre témoignage tout simplement qui, j'espère, va nourrir aussi l'espérance de beaucoup de nos téléspectateurs. Donc bonne poursuite et puis merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle le livre Le crayon à papier tiré d'une histoire vraie parce qu'on va dire que tous les noms ne sont pas les bons et on n'est pas rentré dans tous les détails. C'est ça. De Vanessa Guillot, aux éditions Sidney Laurent. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, ce programme, vous le retrouvez sur www.ktotv.com et comme les bonnes choses, il faut les partager, n'hésitez pas à le faire autour de vous. À la semaine prochaine.